Chapitre 19. Verre brisé. Partie 2. C'est Alphard, s'exclama Walburga avec une voix de petite fille. Je reconnais son écriture. Alphard? Oncle Alphard? On ne l'a pas vu depuis des années, remarqua Régulus. Il faudrait l'inviter, tu ne crois pas? Walburga ne répondit pas et leur tourna le dos pour lire la lettre de son petit frère. Comment va-t-il? Demanda Vera. Cela ne te regarde pas, répondit froidement Walburga en déchirant l'enveloppe d'un coup sec. Vera haussa les épaules et revêtit sa grande cape de laine bleue en regardant Walburga du coin de l'œil. Cette femme austère l'avait toujours intriguée. À Poudlard, c'était une forte tête qui impressionnait la plupart des élèves et qui n'hésitait pas à sortir les griffes pour défendre son petit frère, dont certains raillaient parfois l'élocution hésitante, le physique rondouillé et la maladresse excessive. Ah! Ceux qui s'en prenaient au petit Alphard Black ne tardaient jamais à voir s'abattre sur eux la fureur de Walburga et regrettaient rapidement de s'en être moqués. Elle était incroyablement brillante, presque autant que son grand frère Cygnus. Certains supposaient même qu'elle l'était plus que lui, mais que leurs parents lui avaient demandé de ne pas le surpasser. Elle avait été jolie dans sa jeunesse, avec ses yeux gris, ses cheveux noirs et bouclés, son port de tête altier. Elle avait eu un certain nombre d'admirateurs, même si, à l'époque, la majorité des garçons de Poudlard n'avaient Dieu que pour la chevelure blonde et les ravissants yeux bleus de Druella-Rosier. Tout en nouant le cordon de sa cape autour de son cou, Vera détailla la robe de dentelle noire de Walburga, ses longs bras osseux, ses gestes secs pour retirer la lettre de son enveloppe, son chignon serré posé sur le sommet de sa tête, sa taille de guêpe. Et, avec un pincement au cœur, Vera ne put s'empêcher de penser qu'elle aurait pu être différente, si elle s'était rebellée contre ses parents qui l'avaient mariée de force à cet imbécile d'Orion. Si elle n'avait pas décidé de se vouer corps et âme à la noble famille Black. Et soudain, alors que Walburga lisait les premières lignes de la lettre, son visage pâlit encore davantage et ses mains se mirent à trembler. « Maman ?» appela Régulus. « Tout va bien ?» Walburga ne répondit pas. Ses yeux sautaient d'une ligne à l'autre à une vitesse stupéfiante et s'exorbitaient au fur et à mesure de sa lecture. Ses mains tremblaient tellement que la lettre de son frère était sur le point de se déchirer. « Ma chère sœur, je crois savoir que tu es à la recherche de ton fils Sirius, et c'est à moi que revient la douloureuse tâche de t'annoncer qu'il ne te reviendra pas. Il m'a rendu visite il y a quelques jours et m'a averti qu'il ne comptait pas vous revoir. Il n'a pas voulu expliquer la raison de ce départ, mais il semblait extrêmement contrarié. Je crois deviner que votre attitude envers les Moldus y est pour quelque chose, et tu sais déjà à quel point je désapprouve ce comportement qui ne ressemble en rien à la sœur courageuse et protectrice que j'ai connue. Avant que tu ne déchires cette lettre, sache que j'ai tout fait pour le convaincre de revenir sur sa décision, de t'en parler, ou du moins de te l'annoncer lui-même. Mais il est aussi têtu que toi, et je n'ai rien pu en tirer. Malgré tout, je lui ai donné un peu d'argent pour qu'il ne se retrouve pas sans ressources, et je compte bien, à l'avenir, subvenir à ses besoins. Je sais d'avance que tu m'en voudras. Peut-être même qu'après cela, tu ne m'adresseras plus jamais la parole. Et cela m'attriste d'autant plus que c'est une décision insensée. Je t'embrasse, ma chère sœur, et je te remercie, encore une fois, pour tout ce que tu as fait pour moi. Quelle que soit ta décision, sache que si un jour tu as besoin d'aide, je serai là. Avec toute mon affection, Alphard. Au début, Walburga ne fit que remuer ses lèvres silencieusement. Puis, elle murmura des paroles indistinctes dans lesquelles Régulus crut entendre des insultes. « Maman ?» Walburga sursauta. Elle semblait avoir oublié leur présence depuis plusieurs minutes.
Elle s'adossa au mur, tremblante, et froissa la lettre dans son poing, toujours muette, avec un regard d'animal piégé. « Qu'est-ce qu'il y a » insista Régulus. « Qu'est-ce qu'il dit » La sonnette de la porte d'entrée retentit, empêchant Walburga de répondre. Elle se tourna vers la porte, en alerte, la lettre serrée dans son poing, et sans crier gare, elle jeta la lettre qui tomba sur le sol avec un bruit léger et se rua sur la poignée pour ouvrir la première. La porte s'ouvrit sur un petit homme rondouillé, coiffé d'un chapeau pointu, qui affichait un sourire jovial et portait sur son épaule un chevalet et un sac de petites fioles remplies de peinture. « Bonjour, bonjour » dit le peintre avec entrain. Régulus ramassa la lettre de son oncle Alphare et la défroissa soigneusement. Dès qu'il eut lu les premières lignes, il devint aussi blême que sa mère et s'approcha de Véra en s'appuyant sur le mur. « C'est Sirius » lui souffla-t-il l'air affolé. « Il ne veut plus jamais revenir ici. » Véra pâlit à son tour, et ils se tournèrent tous les deux vers la porte d'entrée. Le peintre souriait toujours. Walburga leur tournait le dos, mais il pouvait voir ses épaules minces se soulever et s'abaisser à toute vitesse. « Ah, Madame Black, vous tombez bien » dit le peintre avec enthousiasme. « C'est vous que je venais voir. Mais si, rappelez-vous, vous m'aviez commandé un portrait il y a quelques semaines pour le mettre dans votre entrée. Je viens pour esquisser les premiers traits. Êtes-vous disponible pour une petite séance de pause ?»« Oh là là » gémit Véra. Le peintre entra en sifflotant, et Albert se cacha derrière la nuque de Véra pour ne pas assister au massacre. Dans les portraits du hall d'entrée, personne n'osait prononcer le moindre mot. « Une séance de pause » répéta Walburga. Le peintre émit un petit gloussement et accrocha une immense toile sur le mur de l'entrée, à l'endroit destiné à accueillir le portrait de Walburga. « Exactement, c'est charmant, n'est-ce pas ? Alors, où pouvons-nous nous installer ? Dans votre salon, peut-être » Walburga cligna des yeux. Sa main se crispa autour de la poignée d'argent sculptée en forme de tête de serpent, et elle claqua la porte avec brusquerie. Bram ! Le peintre sursauta. Son sourire se figea, mais pour réapparaître aussitôt. « Doucement, chère madame, vous… »« Silence !» Dans l'entrée, la lumière blafarde diffusée par les lampes à gaz vacilla un peu. « Espèce de misérable !» cria Walburga. « Comment osez-vous vous présenter devant moi aujourd'hui ? On vient de m'apprendre que mon fils aîné, à qui je me suis évertué à donner une bonne éducation, oui, lui vient de me trahir, de me renier, au profit d'affreux traîtres à leur sang de gobe-fange de la pire espèce. » Tout en vociférant, Walburga s'approchait du peintre et se dressait de toute sa hauteur au-dessus de lui. « Et par-dessus le marché, aidé par mon propre frère, mon petit frère que j'ai protégé, défendu, gardé sous mon aile depuis qu'il est né. Voilà comment il me témoigne sa reconnaissance. Et vous, abominable avorton, freluqué putréfié, pouilleux déguenillé, avez l'audace de vous présenter devant ma porte. »« Mais, Madame Black, c'est vous-même qui… »« Taisez-vous ! Plus un mot !»« Allez, Val, il ne pouvait pas savoir. » Véra essaya de la retenir en lui prenant le bras, mais Walburga la repoussa brutalement, et sa colère se fit encore plus violente. D'un geste vif, elle saisit la sacoche du peintre, remplie de petits pots de peinture, lui arracha des mains, la fit voler au-dessus de sa tête et la fracassa sur la toile vide accrochée au mur. On entendit un tatamar de verre brisé, et la toile se couvrit d'éclaboussures colorées. « Non !» gémit le peintre. « Tenez !» cria Walburga. « Regardez ce que j'en fais de votre maudite peinture !» La sacoche tomba sur le sol avec un bruit misérable, et des gouttes de peinture dégoulinèrent le long de la toile. Le peintre se précipita sur sa sacoche afin de récupérer les dernières fioles de peinture qui n'avaient pas été brisées. Il en extirpa un petit pot rose plus épais que les autres. « Oh, que Merlin soit loué, mon rose de Crimée est intact !» La réaction de Walburga fut immédiate. D'un coup de baguette, elle pulvérisa le pot de peinture rose, éclaboussa sa robe et le visage du peintre, qui en fut tellement sidéré qu'il ne réagit pas
et resta pantois à regarder les éclats de verre qui se trouvaient au creux de sa main. « Vous êtes tous pareils !» rugit Valburga. « Des lèche-bouses, des vautres en bourbe !»« Val !» protesta Vera. « Arrête avec ce surnom, idiot !» hurla Valburga. « Et débarrassez tous le plancher. Je ne veux plus vous voir !» Elle bouscula le peintre, qui tomba dans une flaque de peinture, et marcha droit vers l'escalier qui menait aux étages supérieurs. On l'entendit monter les marches 4 à 4, une porte claqua violemment, puis le calme revint. Le peintre, hébété et couvert de peinture, regardait ses mains avec obstination, comme s'il s'attendait à ce que ses précieux pots de peinture y réapparaissent. « Mon rose de Crimée, comment vais-je peindre des visages maintenant ? Et ces peintures magiques spéciales pour les portraits animés, si vous saviez combien elles m'ont coûté, mes économies, en 1000 morceaux. » Vera, sans écouter les jérémiades du peintre, se planta face à la toile éclaboussée de peinture, les mains sur les hanches. Les couleurs avaient dégouliné le long de la toile, s'étaient mêlées entre elles pour produire des dizaines de nuances différentes, et quelques morceaux de verre étaient restés collés à la toile, formant un étrange assemblage de reflets et de lumières multicolores. « En tout cas, on ne peut pas lui retirer un certain sens artistique, » commenta Vera. Elle recula d'un pas pour mieux examiner la toile. « Puis-je vous l'acheter ?» Le peintre cessa de regarder ses mains et se redressa, effaré. « Me l'acheter ?»« Eh bien oui, vous l'achetez, » répéta Vera. « Je trouve les portraits passablement ennuyeux, et vous autres peintres sorciers manquez dramatiquement d'imagination. En revanche, cette toile me paraît tout à fait intéressante. Figurez-vous, je la trouve moderne. » Comme le peintre ne répondait pas, Vera sortit quelques galions de sa poche et lui fourra dans la main. « Voilà de quoi racheter des pigments, et n'hésitez pas à passer par chez moi. Mes petits animaux vous fourniront des couleurs tout à fait intéressantes. Mes Dopsidons, par exemple, ont une toison turquoise au niveau du postérieur qui ferait pâlir d'envie vos fabricants de couleurs magiques. Ma maison est facile à trouver. C'est celle qui domine la colline d'Émeraude. Mes voisins vous indiqueront le chemin. Allez, mon bon ami, rentrez chez vous, prenez un petit remontant et tout ira mieux. » Tout en parlant, elle le mena jusqu'à la porte, le fit sortir et referma la porte derrière lui. Alors seulement, Régulus réalisa qu'il avait cessé de respirer depuis beaucoup trop longtemps. Il aspira de longues goulées d'air tiède et essuya la sueur qui perlait sur son front. Il avait beaucoup de mal à réaliser ce qui se passait. Sirius ne reviendrait pas. Il se répéta la phrase plusieurs fois sans parvenir à mesurer tout ce que cela impliquait. Près de la porte, Vera se tourna vers lui, soudain très lasse. « Madame Goyle, » commença Régulus. La dernière fois que Régulus avait vu son frère, c'était dans la clairière enflammée du pensionnat Wimbley. Les souvenirs du combat affluaient dans son esprit, désordonnés, saccadés, mais terriblement intenses. Les braises brûlantes qui volaient dans le vent, l'expression furieuse et blessée de Sirius, le goût du sang dans sa bouche quand il l'avait frappé au visage, et toutes les horreurs qu'il s'était dites. « Je crois que c'est ma faute, » redouilla Régulus. « Au pensionnat Wimbley, je ne vous l'ai pas dit, mais Sirius était là. Nous nous sommes battus, et il m'a crié qu'il ne voulait plus me voir, qu'il ne voulait plus revenir ici. » En entendant cela, Vera eut l'air encore plus accablée. Elle s'approcha de lui et posa une main réconfortante sur son bras. « Tu n'as que 15 ans, Régulus, » rappela-t-elle d'une voix douce. « Tu ne peux pas, tu ne dois pas porter toutes ces responsabilités sur tes épaules. » En disant cela, elle désigna d'un geste l'ensemble de la maison. « Tes parents ont placé trop de choses entre tes mains, bien trop de choses. Tu n'aurais jamais dû te retrouver là-bas, et je suis certaine que tu n'en avais pas la moindre envie. » Régulus haussa les épaules, gêné. Pendant la bataille, bien sûr, il avait été terrifié. Mais juste avant,
Il mourait d'envie de briller, de gagner un duel contre un aurore. Et quand les dragons avaient brisé le dôme, il avait été réellement émerveillé et non catastrophé. Tu sais, je crois que ça te ferait du bien à toi aussi de prendre un peu d'air. Je veux dire, de t'éloigner un peu d'ici. Tu ne crois pas? Régulus ne comprit pas tout de suite ce que Véra lui proposait. Cela fait longtemps que je pense à te le proposer, mais je n'en ai jamais trouvé l'occasion. Je ne veux pas que tu te sentes obligé, mais nous serions ravis de t'accueillir quelque temps chez nous si tu le souhaites. Bon, notre maison est un peu désordonnée, et nous prenons nos repas à des horaires assez inhabituels. Mais tu pourrais te reposer, te promener dans le jardin. Régulus écarquilla les yeux. C'était une proposition involontairement cruelle, car terriblement tentante, mais absolument inenvisageable. Bien sûr, Régulus aurait tout donné pour passer quelques jours en compagnie des Goyle, sans entendre ses parents s'échanger des injures, sans manquer de se couper le pied sur des débris d'assiettes en entrant dans la cuisine, loin de cette moiteur étouffante. Mais imaginer la réaction de sa mère à cette proposition lui faisait dresser ses cheveux sur la tête. « Ta mère comprendra, Régulus, » insista Véra, comme si elle avait lu dans ses pensées. « Elle sait que tu as besoin de repos après tout ce que tu as traversé, et je crois que tu as besoin de prendre un peu de recul sur ce qu'il s'est passé, et surtout sur ce que tu envisages pour ton avenir. » Posé sur l'épaule de Véra, Albert inclina la tête et regarda Régulus avec une expression attendrissante, très convaincante. « Même Albert est d'accord avec moi, » dit Véra en gratouillant affectueusement le petit Ravlux sur le sommet de sa tête, « et pourtant, il n'aime pas beaucoup les invités. » Alors que Régulus était sur le point de céder, il entendit un crépitement à l'étage, puis un deuxième. En comprenant ce qu'il se passait, Régulus devint encore plus pâle qu'il ne l'était déjà. « Oh non, la tapisserie !» gémit-il. Et il se précipita vers l'escalier pour monter à l'étage. Au bout de quelques marches, il s'interrompit et se retourna vers Véra. « Je suis désolé, Madame Goyle, » dit-il avec sincérité, « mais vous le voyez bien, c'est déjà assez compliqué comme ça. Alors, s'il vous plaît, il vaudrait mieux que vous partiez. » Et il disparut dans les escaliers, laissant Véra seule dans le vestibule. Les épaules de cette dernière s'affaissèrent, et elle poussa un long soupir. Autour d'elle, les portraits jusqu'ici pétrifiés par la fureur de Walburga s'étaient remis en mouvement et chuchotaient entre eux en la regardant de travers. « Qui est cette femme ? Je ne sais pas, mais elle ne doit pas être très fréquentable. Oui, c'est évident. Vous avez vu ses collants rouges, c'est d'une indécence. Une fille de mauvaise vie, c'est certain. Et elle a essayé de dépraver notre arrière-petit-fils. Heureusement qu'il l'a chassée. Nous ne la reverrons pas de sitôt. » Albert leur jeta un regard furieux et poussa des grognements menaçants dans leur direction, mais sans efficacité. « Allons-y, Albert, » soupira Véra. Elle décrocha la toile colorée du mur, empoigna fermement le cadre doré et transplana vers la colline d'émeraude, laissant le vestibule gris et morne du 12 square Grimord se remplir d'exclamations indignées. Au premier étage, en entrant dans le salon, Régulus faillit percuter sa mère qui sortait en trombe. « Maman !» s'écria Régulus en essayant de l'arrêter. Mais Walburga ne sembla même pas le remarquer et continua de monter les escaliers d'un pas vif vers le dernier étage où Régulus la vit disparaître dans un tourbillon de dentelle noire. Dans le salon, la tapisserie avait été brûlée à 2 endroits. Au niveau du nom de Sirius, juste à côté de celui de Régulus, et au niveau de celui d'Alphard, à côté de celui de Walburga. Leurs noms avaient disparu, mangés par 2 cratères de fil calcinés. Et, face au spectacle, assis sur un fauteuil moelleux plongé dans la gazette du sorcier, Cygnus Black lisait tranquillement. Il n'avait absolument rien remarqué. « Oncle Cygnus !» s'indigna Régulus. Celui-ci ne leva même pas la tête. Il continuait à lire avidement les articles sur les mises en garde vis-à-vis des mange-morts, tout en murmurant pour lui-même. « Ils vont me rappeler,
C'est certain, le Magène Maggot ne s'en sort pas. Ils vont me réclamer à nouveau, c'est inévitable. Il leur faut quelqu'un de compétent. Oncle Cygnus, Répéta Régulus, excédé. Cygnus Black leva la tête et regarda Régulus par-dessus ses lunettes, l'air sincèrement surpris. Ah, Régulus, tu m'as fait peur. Eh bien, qu'y a-t-il? Quelque chose ne va pas? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Cygnus Black ne semblait jamais se soucier de ce qu'il se passait dans la maison. Le matin, il se préparait soigneusement, toujours tiré à 4 épingles, comme lorsqu'il travaillait encore au Magène Magot. Seulement, il ne quittait jamais la maison et passait ses journées, assis sur le fauteuil du salon, à lire la Gazette du Sorcier comme si sa vie en dépendait. Régulus regarda la tapisserie encore fumante. Était-ce seulement possible qu'il n'ait pas remarqué le passage de sa sœur en furie à quelques mètres de lui? « Laissez tomber, » répondit Régulus avec lassitude. Il fit demi-tour, et Cygnus Black se replongea dans son journal sans jeter un regard à la tapisserie. Régulus monta les escaliers en colimaçon jusqu'au dernier étage. Là se trouvaient 3 immenses chambres. La sienne, celle qui avait été celle de Sirius, et enfin la chambre de ses parents, d'où provenait un grand bruit de remue-ménage. Régulus s'approcha discrètement de la porte entrebâillée et vit sa mère arracher nerveusement du mur toutes les photos de Sirius. Avec des gestes secs et pleins de détresse, elle décrochait, déchirait, retirait des cadres, effaçait toute trace du visage insolent de Sirius. Elle accumulait les photos dans ses mains, en les serrant contre elle. Puis, quand elle eut terminé, elle s'assit sur son lit, livide, et contempla les traces claires qu'avaient laissées les photos accrochées au mur. Elle resta plusieurs minutes ainsi, puis, d'un geste précipité, presque affolé, elle glissa toutes les photos sous son matelas. Régulus serra les dents et se détourna. Bien sûr, il devait s'y attendre. Cela faisait longtemps que Régulus avait compris. Il était encore petit lorsqu'il avait lu dans le comportement de sa mère toute autre chose que de la haine et de la jalousie. Il y avait plutôt lu un désir, un rêve désespéré, celui d'être libre. Enfin, un rêve qui restait tenace, malgré les dizaines d'années au cours desquelles Walburga avait tenté de le faire disparaître en demeurant dans le même lieu pour y dormir, y manger, pour y marteler des phrases afin de mieux se persuader elle-même et répéter les mêmes gestes méthodiques tout le jour durant. Elle avait dressé entre elle et ses propres désirs un mur insurmontable de gestes secs et de méchanceté intangible, et seul Régulus parvenait, parfois, à voir furtivement au travers et à comprendre la signification de ces regards nerveux qui glissaient vers les vêtements colorés de Vera Goyle, de ces remarques sifflantes dont elle accablait Sirius, et de ces spasmes de dégoût lorsque son mari se tenait à côté d'elle. « La maîtresse est de nouveau furieuse !» croassa une voix derrière Régulus. « Ah, comme créature est malheureux !» Régulus se retourna vivement, de peur d'être surpris, en train d'observer sa mère. Mais créature n'était pas visible. En se penchant discrètement par-dessus la rampe d'escalier, Régulus aperçut la silhouette courbée de son elfe de maison, en train d'astiquer les têtes réduites de ses ancêtres cloués dans la cage d'escalier. Il parlait tout bas, s'adressant à lui-même comme il en avait l'habitude lorsque quelque chose le tracassait. « Créature aimerait faire quelque chose pour sa maîtresse, mais avec ce garnement qui ne pense qu'à lui faire du mal. Maintenant, il est parti pour de bon. Il ne reste plus que M. Régulus. » Régulus sentit son cœur se serrer. « Oh oui, heureusement que M. Régulus est là. » continuait de croasser l'elfe à voix basse. « Si noble, si sage. Créature sait que le maître se prépare à devenir un mange-mort. Ses parents vont être si fiers de lui, et cela les fera bien vite oublier l'ingratitude de ce sacripant. 16 ans, oui, c'est ce qu'a dit le Seigneur des Ténèbres. Comme M. Régulus doit être impatient de pouvoir se consacrer à cette honorable mission. » Régulus déglutit avec difficulté
et se détourna de la cage d'escalier. Avec l'impression que ses membres pesaient plusieurs tonnes, il traversa à nouveau le palier, le plus silencieusement possible, et franchit la porte de sa chambre, sur laquelle figurait un écriteau frappé d'une écriture maladroite. Défense d'entrée sans l'autorisation expresse de Régulus Arcturus Black. Quand il entra, la chambre de Régulus lui parut plus vide que jamais. Il s'en rendait compte maintenant. Il avait construit sa vie entière en contre-pied de celle de Sirius, et maintenant que celui-ci avait disparu, il avait l'impression d'être la moitié d'une échelle qu'on aurait sciée en deux. Privé de tout équilibre et de toute utilité, comme cet écriteau qui, en l'absence de son rival de toujours, n'avait plus de raison d'être. Il ouvrit un tiroir de son bureau et en extirpa la seule photo qu'il possédait de son frère. On les y voyait tous les deux, côte à côte, lors d'une de ces séances photos obligatoires que Sirius détestait tant. Sirius devait y avoir 7 ans et Régulus 6. Sirius était déjà beau et Régulus grimaçait parce que son frère était en train de lui écraser le pied. Régulus se pencha doucement vers la photo, comme s'il pouvait s'adresser directement à Sirius. « Vraiment, tu es... espèce d'imbécile !» murmura Régulus avec colère. « Tu crois que je suis le préféré, hein ? Tu en es tellement persuadé. Tu ne te doutes pas que tu es le seul sujet de conversation de cette maison. » Et il se sentit soudain terriblement oppressé par les tapisseries de sa chambre. Il se leva, se jeta sur son lit, ferma d'un coup sec les rideaux de velours vert de son lit à baldaquin afin de ne plus rien voir d'autre, et s'allongea sur le dos. À côté de lui, il trouva le livre que Vera Goyle lui avait offert et le débarrassa d'un coup sec de son emballage parfumé. Le livre n'avait rien à voir avec les ouvrages obscurs que Régulus avait empilés sur son bureau. C'était un livre à la couverture étrangement souple, dépourvu de runes ou de tout autre dessin inquiétant. « Éloge de l'humilité », lut Régulus intrigué. Il ouvrit le livre, pensant y trouver du réconfort, mais dès les premières pages, il comprit qu'il s'agissait d'un de ces maudits ouvrages qui prônaient l'égalité et le mélange des sorciers et des moldus. Régulus secoua la tête, referma le livre d'un coup sec et reprit la photo de Sirius et lui. Dans la semi-obscurité, on ne distinguait que 2 visages d'enfants presque identiques. « Tu sais ce qui me rend le plus dingue ?» murmura Régulus s'adressant à la photo de Sirius. « C'est le fait que, malgré tout ce que tu nous as fait et malgré tous ces mots ignobles que tu nous as dit, maman arrive encore à t'aimer. Elle ne se l'avouera jamais, bien sûr, mais de voir qu'elle se rend malade pour toi, qui depuis le début ne rêve que de nous quitter. Ah, je ne sais pas pourquoi je m'étonne, ça a toujours été comme ça. Tu sais, Sirius, elle a toujours voulu être libre comme toi. C'est pour ça qu'elle te grondait autant. » Et pris soudain d'un accès de colère, il froissa la photo dans son poing et l'envoya valser dans l'obscurité.